Alors, mon parcours il est relativement simple. J'étais dans beaucoup d'écoles primaires, puisque je suis né à Paris, et puis qu'en 40, j'ai dû aller dans le Midi, puisque ma famille était émigrée d'Allemagne en 1933, dès la première semaine de la prise du pouvoir par Hitler, et pas parce qu'ils étaient d'origine juive, mais parce que mon père était un avocat de gauche. Voilà, alors je suis arrivé en France, j'étais dans une école de campagne, à côté de Montauban. J'ai dû changer de nom à 4-5 ans, on m'a expliqué que je ne m'appelais plus Gabriel Cohn-Bendit, mais Jean Collet. Je n'ai pas un souvenir dramatique, je m'appelais Jean Collet, etc. Je suis un dysorthographique complet. Alors, j'ai amené là le dernier livre de François de Closet, Zéro faute, qui avoue lui-même qu'il fait plein de fautes. Mais ce qu'il écrit est aussi intelligent avec les fautes. D'accord, on les corrige, il y a des correcteurs professionnels, il y a son ordinateur aujourd'hui. Je suis un dysorthographique complet, je fais plein de fautes d'orthographe, ce qui m'a valu bien des choses, puisque c'était une époque, au-dessus de 5 fautes, on ne corrigeait même plus les copies. Donc j'ai appris à écrire le plus court possible, ce qui n'est pas la meilleure façon de se corriger en orthographe. Bon, j'ai quand même réussi à avoir mon bac, puisqu'à l'époque, oui, on était 6-7% d'une classe d'âge à aller au lycée. En gros, les uns en redoublant une fois ou deux fois, on y arrivait à ce satané bac. Et voilà, j'ai commencé des études ici à Paris, à la Sorbonne, de philo. Et puis je me suis dit que jamais j'aurais le concours, c'était assez difficile. Donc j'ai pris ma langue maternelle, qui était l'allemand, et c'était plus facile pour moi, je suis devenu prof d'allemand. Voilà, mais ce prof a été, dès le début, un prof très contestataire du système éducatif français. Et je ne suis pas de ceux qui disent « les enseignants, c'est des gens extraordinaires, formidables, etc. » J'ai un grand conflit avec mes collègues. Je ne sais pas ce que c'est que l'esprit de corps. Donc on s'est diviser, on s'est séparés, et dire aujourd'hui qu'il faut qu'on soit unis sur l'école. Une fois, le Parti Socialiste m'avait invité à un débat sur l'école, et je leur ai dit, écoutez, ou bien vous voulez garder votre électorat enseignant, et alors vous ne poserez pas les vrais problèmes de l'école. Ou vous posez vraiment les problèmes de l'école, et alors vous risquez de perdre une grande partie de votre électorat enseignant. On ne peut pas aujourd'hui poser les problèmes de l'école sans poser la façon dont ça se passe. Alors, par rapport à ce que dit Vincent, je n'aime pas mon pays. J'ai aimé, j'aime une femme depuis 53 ans, j'en ai aimé beaucoup d'autres. J'ai aimé des tas de gens, je n'aime pas mon pays. Ça ne veut rien dire pour moi. Et dans le débat aujourd'hui, je suis un de ceux qui dit ça ne veut rien dire. Mes parents sont allemands, mon frère est allemand, il devrait aimer le sien et moi le mien, et puis j'ai des tas de copains américains ou machin, chacun aime son pays. Bon, ça ne veut rien dire. Je suis arrivé à la vie politique en 1956. J'étais dans ceux qui ont aidé le FLN à gagner. J'ai porté des valises. J'étais prêt à déserter si j'avais été, pendant cette période-là, dû faire mon service militaire. J'étais à 27 ans, à 61 ans, en 61. Bon, voilà, je suis passé au travers. Donc pour moi, ça ne veut rien dire, et c'est grave, et toute notre école qui apprend à aimer son pays. Hein. Et alors, c'est évidemment Charles Martel qui a arrêté les Arabes, évidemment, à Poitiers. C'est Roncevaux, là, les méchants qui ont... on arrête là-dessus, sur cette école qui crée du nationalisme, sur cette école élitaire, parce que l'école de la République, mon cher, c'est une école des élites. Comment tirer du peuple un certain nombre de gens? Et on dit, parce qu'on a réussi à tirer de la classe paysanne quelques jeunes qui deviennent instits, 1 ou 2%, même pas. On dit, voilà, ça c'est l'école de la République. Mais tous les autres, non, ne sont pas devenus ceci ou cela. Donc il faut repenser l'école très profondément. Les enseignants, il faut qu'ils changent. Alors c'est grave. Quand mon beau-père et ma belle-mère étaient instits, ils sortaient des milieux populaires, hein, paysans, etc. Aujourd'hui, plus personne, y compris enseignants, ne sort pratiquement des milieux populaires. Tous viennent des classes moyennes. Ils ne comprennent rien aux jeunes qui les entourent. Ils n'habitent pas dans les quartiers où on enseigne. Ils vont très loin. Il faut les attirer par des primes. Premier scandale. Pourquoi avoir une prime pour venir enseigner ici en ZEP? C'est quoi ça? Les primes de risque, de CRS, etc. On donne plus à l'école où on a moins, etc. Bon, tout ça,
Voilà, j'ai tout le temps contesté ce système éducatif à plein d'égards. J'ai même, alors bon, là, puisque je montrais le livre de Closet, moi j'avais fait lettre ouverte à tous ceux qui n'aiment pas l'école et qui ont raison de ne pas l'aimer parce qu'elle n'est pas aimable. On ne peut pas s'y reconnaître, sauf si on a des bonnes notes, on a des tas de gratifications, on est content, etc. Mais sans ça, cette école n'est pas aimable, elle ne s'appuie pas sur les passions, sur ce que veulent les jeunes. Et vous savez comment aujourd'hui les gosses écrivent, ils écrivent de plus en plus. Heureusement, il y a le portable. Jusqu'à maintenant, ils n'écrivaient pas. Alors, scandale des profs. Vous avez vu comment ils écrivent? On peut rien, on ne comprend rien. Les gosses, ils se comprennent très bien. Sans ça, ils n'enverraient pas des SMS. C'est une façon qu'ont des jeunes d'écrire maintenant contre cette école qui les oblige à écrire dans une langue écrite épouvantable. Bon voilà, on pourra reprendre plein de choses, mais il faudrait dire encore une chose. Il y a des choses à réformer qui ne coûtent pas un rond. Travailler autrement avec les jeunes. Vous savez, je vais vous dire un scandale et après. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, pratiquement 60% de la classe de la population active était paysanne. Et c'était des instituteurs. Si on avait des vacances en juillet, août, septembre, c'est parce que les paysans auraient refusé d'envoyer leurs gosses à l'école quand il y avait les travaux des champs. Donc on a dit d'accord, on a mis les enseignants en chômage technique. Aujourd'hui, il y a 5% de la population qui est paysanne. Les enseignants partent toujours sur la Costa Brava, pendant juillet, août, etc. Et nos gosses traînent dans les quartiers et il n'y a rien pour eux. Quand on dit il y a 30 à 40% de gosses qui partent jamais, ça veut dire dans ces quartiers-là, 60 à 70%, parce que c'est pas dans toute la population qu'il y a 30 ou 40%. On ne fait rien. Et les enseignants disent, oh, c'est pas mon problème, il n'y a qu'à embaucher. Ben oui, pour les 17 semaines que les enseignants ont de vacances, on va embaucher un personnel qualifié, parce qu'on est de gauche, hein, bien payé. Et qu'est-ce qu'on en fait en dehors de ces 17 semaines? Il y a un problème des périodes de vacances. Et je dis que c'est grave de ne penser l'école pas en la transformant, mais en disant on va leur donner encore après du renforcement scolaire. Ils en ont jusque-là de l'école, ils ne peuvent pas la sentir, on va leur donner encore des heures en plus, et un peu pendant les vacances. On va les prendre pendant les vacances, pendant que les autres, là au moins on les occupe. Il faut repenser ça sérieusement, et c'est une des rares questions où oui, je suis très sectaire, très minoritaire, à gauche, je ne parle pas de la droite, et si vraiment le clivage c'est l'école, gauche-droite, eh bien, il y a énormément de gens de droite qui sont à gauche.